Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à cette 14e édition donc, de la céramique et des arts du Grand Feu, qui est donc depuis maintenant plusieurs années un événement culturel très important, à la fois une initiative donc, pour les plus jeunes d'entre nous, mais aussi qui permet d'approfondir des points clés de la céramique et des arts du Grand Feu. Donc voilà, en plus cette année nous avons quand même la chance d'avoir dans de nombreux magasins de nos partenaires des pièces exceptionnelles du musée de Condé, donc à pas de tendre qui récapitule un peu cette histoire de la céramique. Nous allons tout d'abord commencer ce cycle de conférences avec monsieur Alexius Veit, ici présent, qui va nous présenter les décors floraux et ses origines graphiques dans la faïence d'Alcora 1727-1815. Chers professionnels de la céramique, chers amateurs, chers amis, quand Julie et Christian Béali m'ont demandé en janvier de choisir un sujet sur Alcora, j'ai de manière instantanée dit « ce sera les fleurs d'Alcora ». Je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. À l'époque, c'est-à-dire en janvier, j'avais du mal à distinguer une anémone d'une rose, d'un pivoine. Et avec ce bagage sur le dos, je me suis donc collé à la tâche et j'ai pris tellement de plaisir à regarder le sujet floral d'Alcora qu'on va de cette présentation faire une version longue et sortir un livre à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, le programme, après une petite introduction, ce sont les études académiques de l'école d'apprentis qu'on va regarder. Ensuite, les décors floraux sur faïence. Et on va regarder les archives graphiques, puis Joseph Oderis, Julian Lopez, Knipfer et Roy Lopez. Et ensuite passer aux décors floraux sur porcelaine, avec en particulier les dessins de Klostermans et évidemment ses œuvres, pour essayer de faire une synthèse à la fin. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la manufacture, juste une slide pour rappeler que la manufacture a été créée en 1727 par le 9e comte d'Aranda, à l'époque 28 ans. Il a créé 2 ans avant, c'est-à-dire en 29, il a eu l'idée. C'était en fait la première start-up industrielle en Europe. Un jeune de 26 ans qui a un rêve de créer une première usine industrielle de la faïence en Europe. Donc c'est une véritable usine avec entre 150 et 300 employés, tout environ 20 à 60 apprentis, tout confondu, essentiellement peinture, mais également tournage, couleur, etc. La production industrielle est d'environ 20 millions de pièces au XVIIIe siècle. C'est énorme. 98%, je pense, c'est de la vaisselle, et 2% grand max, c'est des pièces, je dirais, à titre décoratif, qui nous intéressent. Évidemment, les modèles étaient propres à Alcora. Alcora a essayé de se distinguer de Moustier et de Marseille en particulier par ses propres modèles et surtout par ses décors, qui étaient évidemment toujours considérés à la mode. Alcora était une des rares usines ou manufactures capables de très rapidement mettre en production les nouvelles gravures qui étaient sorties sur le marché. Et ça, on l'a déjà vu dans mon livre qui s'appelle Iconographie. À partir de 1768, une production en porcelaine tendre, sous influence allemande, ça c'est Knipfer en particulier, on va y revenir. À partir de 80, une production de figures, petite vaisselle en grès sous influence française, ça c'est Klostermann, enfin Martin et Klostermann ensuite. Pas de production de porcelaine dure, ils n'ont pas réussi à avoir de la porcelaine dure, manque de kaolin, et les températures dans le four n'étaient pas supérieures à 1100, 1200 degrés, donc il faut, comme vous le savez tous, pour avoir de la porcelaine dure, à minimum 1300 degrés. En 1944, la fabrique est arrêtée, et aujourd'hui, on est en train de restaurer les bâtiments pour célébrer le 300e anniversaire de l'ouverture en 2027. Il va y avoir un grand événement dans 5 ans. Je peux déjà vous dire que ça va être grandiose.
Notamment, ils ont réussi à récupérer tous les bâtiments, quasiment tous. 70% des bâtiments qui sont en train de rénover, ça va être magnifique. Alors, Alcora se trouve dans beaucoup de collections significatives de musées et de collectionneurs. Les musées en particulier en France, c'est le musée de Sèvres, l'art décoratif à Paris, Limoges, Arbon, l'art décoratif à Lyon, enfin Beaux-Arts à Lyon, pardon, musée de Grasse, Louvre, etc. C'est-à-dire beaucoup de musées ont un stock de pièces d'Alcora, et c'est en ce sens-là que c'est une manufacture, je dirais, qui a façonné l'Europe, les collectionneurs, évidemment le stock et l'inventaire des musées. Revenons aux apprentis. Cette école d'apprentis est très importante parce qu'elle a été non seulement importante en effectif, mais surtout importante en impulsion graphique et artistique. Au départ, en bleu, il y a eu beaucoup de peintres. Ensuite, on va plus loin dans le XVIIIe siècle, il y avait pas mal de tourneurs, de mouleurs, mais pareil, toujours à peu près une trentaine ou une vingtaine d'apprentis peintres. C'était la plus grosse école d'apprentis en Europe. Même Meissen n'en avait pas une aussi grande que ça. Et, je dirais, 4 noms à retenir, on va y revenir à la fin. Donc José Folleris, pour tout ce qui est floral, jusque, je dirais, dans les années entre 27 et 37. Et de 37 à 49, ces décors ont perduré, ceux qui ont été introduits par Folleris. Ensuite, Julián López, qui va faire ses propres décors à partir de 50. Et ensuite, il y a Knüpfer qui arrive en 63, 64, influence allemande. Et ensuite, Klostermann qui arrive en 87, 89, qui va complètement refaçonner de manière française tout le décor floral de cette manufacture. Alors, justement, quand j'avais commencé ce travail, j'avais une base d'environ 500 pièces d'Alcora avec des décors floraux. 300 étaient des duplicata avec des fleurs allemandes ou des choses simples. Donc c'est un grand intérêt, mais il restait à peu près 200 pièces très intéressantes. Et grâce à Francis Hernandez de la Camille Moussier, qui m'a aidé à déchiffrer c'est quoi comme fleurs là-bas au centre, par exemple ici. Donc là, c'est un ensemble de fleurs. À l'époque, je ne voyais rien du tout. Et là, on a réussi à voir que c'est une tulipe, une anémone, une rose jaune, un œillet, etc., une narcisse. Donc il m'a beaucoup aidé à apprendre et surtout à identifier rapidement le type de fleurs qui étaient sur les différents décors. Donc d'une part, je dirais 200 à 250 pièces d'Alcora, d'autre part, il fallait constituer une base de données de gravure de 3500 pièces. Pourquoi 3500 pièces? Parce que c'est à minima le stock qui était disponible au cours du XVIIIe siècle dans les différentes librairies, voire pour les directeurs artistiques. Et ils ont pioché là-dedans pour s'inspirer. Donc, on a ces gravures-là, dont à peu près 1500 sont du XVIIe siècle et à peu près 2000 du XVIIIe. On les a distinguées par type de décor, c'est-à-dire les couronnes de fleurs, les ensembles de fleurs, les vases et les corbeilles, ensuite les grands bouquets, les petits bouquets et les tiges. Là, ici, quelques exemples de gravures pour illustrer ce propos. Donc, avec cette base de données, j'ai pu très rapidement, notamment pour ce qui est des grands bouquets, en distinguant entre est-ce qu'ils ont une bande ou un lacet, est-ce qu'ils sont denses ou pas denses, c'est-à-dire en sous-qualifiant les différentes catégories, aller très vite dans les recherches. Sinon, c'est des recherches qui durent trop longtemps. Et Internet, ça aide beaucoup. Également, il fallait regarder et chercher en 5 langues, à minima. J'ai exclu le latin, je ne suis pas botaniste, mais les vrais botanistes, les purs et durs, incluent le latin, bien entendu. Chaque fleur a sa spécificité en latin, un mot, voire plusieurs mots en latin. Et donc, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis amateur, pas professionnel, et je connais mes limites. Mais 5 langues, ça, je sais parler. Ça a beaucoup, beaucoup aidé.
dans les recherches. Alors, partons à medias res, on y va. La première chose pour tout ce qui est études académiques pour les fleurs, ce sont des gravures de base pour que les apprentis et les peintres apprennent à comment dessiner une fleur. D'abord les feuilles, comme par exemple ici l'exemple de Knorr, voire Preissler avec feuilles et déjà une petite fleur. Là, une autre étude académique de Augustin Haeckel, qui était publiée dans The Florist. The Florist, c'est une revue anglaise qui a été publiée à partir des années 50 et qui donnait beaucoup d'impétus, enfin d'impact dans tout ce qui est gravure florale, voire botanique. Mais, très curieusement, à Alcora, je n'ai retrouvé aucun exemplaire, sauf celui-ci. Et qui est en fait d'origine allemande, parce qu'Augustin Haeckel est allemand. La raison pour laquelle Alcora n'était pas très chaud pour tout ce qui est gravure anglaise, c'est que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre et qu'on ne s'inspirait pas beaucoup de l'ennemi. On cherchait plutôt sur le continent ce qu'il y avait, c'est-à-dire les Italiens, les Français, les Allemands, les Flamands. À droite, par contre, et ça c'est une gravure qui sort directement des archives graphiques d'Alcora, qui est de Limarin Bonnet, selon Karl Van Loo, qui se trouve également à Genève, au musée et au musée d'art graphique à Vienne. Donc typiquement, le cheminement, donc on fait d'abord le contour, ici le contour, ensuite le contour amélioré, et ensuite le peintre met la couleur. D'autres exemples de Strasser ou de Roubillac. D'autres exemples de Preissler. Alors Preissler, c'était toute une famille Preissler. Il y a 3 ou 4 grands graveurs Preissler au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ceux qui débordent du XVIIe vers le XVIIIe et jusqu'à fin XVIIIe, début XIXe, installés à Nuremberg, alors qu'en général la gravure allemande vient d'Augsbourg. Preissler a fait de très très belles, je dirais, études. Il a fait des albums pour enseigner la peinture de fleurs. J'en ai un ici avec moi dans la collection que j'aimerais vous montrer très rapidement. Ça démarre avec des fleurs comme ça. C'est pas facile à... Après, c'est des ensembles de fleurs. Pour terminer sur des... Vous voyez, là par exemple, c'est des études. Enfin, j'ai eu de la chance de trouver ça. C'est pas évident à trouver. En tout cas, on sait que ça se trouvait également à Alcora. Là, par exemple, d'autres, je dirais, études. Donc toujours à gauche ici, l'étude par contour. Ensuite, les couleurs en partiel. Il y a d'autres gravures qui viennent juste avec les contours, d'autres qui viennent déjà coloriées. Donc il y a tout un ensemble de gravures. Il ne faut pas hésiter à chercher quand on trouve une. Il y en a peut-être d'autres, dans d'autres couleurs, avec les contours pour études académiques. Là, ici, c'est toute une série de Juste Chevillier, français, qui a notamment œuvré entre 50 et 80, selon Louis Tessier. Un autre exemple de Limarin Bonnet, selon Henri Salambier. Salambier était un grand peintre, Tulipe et œillet. Et ici, on a donc des études, je dirais, de Jacques Vauquer. Jacques Vauquer était un grand spécialiste de gravure de fleurs. Et Vauquer a été copié à la fois par Riedel en Allemagne, voire par des graveurs anonymes en Espagne, selon Vauquer, avec juste les contours. Pour vous donner un exemple de gravure de Vauquer, d'une de ma collection. C'est à peu près cette taille-là. Elle n'est pas coloriée.
Et c'est magnifique. Alcora s'en est inspiré pour deux parties, les petites fleurs ici et la grosse là. On va y revenir tout à l'heure. D'autres, comme Rouotte ou Chevilly encore, selon Tessier. Voilà à peu près à quoi ressemblait le programme des apprentis quand ils commençaient à peindre. Que donnent les archives graphiques, en particulier d'Alcora, pour tout ce qui est décor floral sur faïence? Les premières, je dirais, la plus grosse influence a été, à mon avis, celle de Louis Marin-Bonnet, français, par les principes de fleurs coloriées, qui est un compendium de presque une centaine de gravures qu'Alcora avait en sa possession et que les apprentis ont ici, par exemple, copié fidèlement. Là, également ici, un dessin, ou plusieurs dessins de floraux d'apprentis sur une seule feuille, essentiellement venant de gravures de Bonnet. Celle-ci qui se retrouve là, celle-ci qui se retrouve ici, celle-ci qui se retrouve là. Là, hélas, en noir et blanc, je n'ai pas pu obtenir la gravure originale qui se trouve dans l'Hispanic Society à New York. Mais ça a été publié dans le catalogue Alcora qui est paru en 2005 sur la collection du Hispanic Society of America, également inspiré de Louis Marin-Bonnet. On retrouve ici les trois feuilles, ici la fleur, évidemment l'œillet ici avec sa fleur. Un autre dessin, anémone double, donc deux dessins différents d'apprentis. On voit qu'ils ont varié leur perspective, tout ça par rapport à une seule gravure d'origine, également de Bonnet. Ici, à gauche, donc le dessin de l'apprenti et, selon mon opinion, les inspirations qui conviennent. C'est de Roubillac, selon Pierre Ranson. Pierre Ranson a été un grand dessinateur de fleurs. Ou bien le fameux semi-double simple, selon Rouotte, qui a été publié chez Basset à Paris. Basset, c'est un des grands comme Bonnet, comme Duflo, comme Veuve Chéreau, etc. Ce sont des magasins et imprimeurs qui étaient installés rue Saint-Jacques et qui vendaient des gravures à tout va. Un autre dessin au milieu donc d'apprenti qui se trouve dans les archives d'Alcora, essentiellement inspiré par des gravures de Weinmann, qui est un Allemand, ou Gérard van Spendock, un Flamand. Un autre dessin à gauche, inspiré de Louis Marin-Bonnet encore, branche de groseille à Macron. Ici pareil, on a donc à gauche les deux anémones, en particulier vues de derrière, inspiration probable de Benoît-Louis Prévost ou de Louis le Grand, selon Carl Van Loo. Et là aussi encore des inspirations probables de Louis Marin-Bonnet. Bonnet a été donc visiblement un grand influenceur de tout ce qui était, je dirais, décor floral à Alcora, selon les archives graphiques qu'on a retrouvées dans différentes collections privées ou publiques. Donc, ça c'est les apprentis et je dirais ce qu'ils ont dessiné. Ensuite, il y a les pièces. Les pièces, comme vous savez, c'est essentiellement, on l'a déjà vu dans les livres iconographie, des gravures qui ont été reprises un par un. Et là, au début, Olleris a amené sa propre sauce. C'est-à-dire, il s'est inspiré pendant les 2-3 années de préparation de l'usine. Il a créé beaucoup de séries, je dirais propres, non pas inspirées, enfin d'inspiration et non pas de reprise une par une. Donc celle-ci, par exemple, c'est le magnifique plat chancré ici que tout le monde connaît. Eh bien, on retrouve
essentiellement l'inspiration de Lorenz Beger selon Paul Decker, inspiration allemande. Pareil, inspiration allemande pour ce présentoir d'Alcora, avec des fleurs, je dirais, typiquement ornementales, pas plus que ça, de style Bérin, qui proviennent donc de gravures de Jeremias Wolf ou de Schäfflin. Pourquoi des gravures allemandes avec des sujets français? Parce que, en fait, elles étaient moins chères et en Allemagne par rapport à la France. Quand on s'adressait à l'imprimerie nationale ici, près de la rue Saint-Jacques, je dirais la gravure française valait peut-être 100 et l'équivalent de 30 seulement en Allemagne. Donc les Allemands ont beaucoup copié et ont inondé beaucoup plus tard évidemment des Italiens qui ont commencé à copier des gravures de manière industrielle près de Venise, Bassano. Mais là, les Allemands étaient les maîtres et donc ont permis à Alcora, qui avait un budget limité, d'avoir le plus possible de gravures ou de sujets à disposition. C'est clair que si j'ai un budget de 100, que j'achète 3 fois 30, j'ai trois sujets au lieu d'un. Et donc c'est comme ça qu'ils ont essayé de gérer le budget. C'est très intéressant. Ici, ensuite, création d'Oléris, les fameuses branches chinoises. Tout le monde connaît les plats chinois d'Oléris, ça c'est un plat magnifique, 58 cm, enfin c'est un monstre de plat en bleu, comme un œil bleu, avec essentiellement, je dirais, une branche que l'on voit ici en haut à droite, pardon, qui démarre à droite, et qui est inspirée de Jean-Antoine Fraisse, graveur français, qui a fait, je dirais, toute une série de fleurs type chinoises et branches chinoises, y compris des personnages. On les retrouve ici. Donc ces branches de Fraisse, là, selon Engelbrecht, qui lui a copié et vendu à Alcora, tous les plats de type chinois avec décoration florale viennent de là. Là encore, quand les fleurs deviennent plus grosses en fin de période, c'est également grâce à Fraisse. On voit ici, c'est pas un arbre, hein, c'est une branche, des gros fleurs, presque des lampions. Donc ça, c'est des décors floraux plus importants qui ont été repris par Alcora grâce à Fraisse. Donc les inspirations d'Oléris sont donc essentiellement françaises, voire allemandes, traduites et copiées par les Allemands, et donc c'est comme ça qu'il a pu constituer tout un panorama impressionnant, un répertoire impressionnant de décors. Également des décors, toujours Oléris, de type bouquet allemand. Engelbrecht, à droite ici, une centaine de gravures de ce genre-là, dans les gros albums. Il en a créé, je sais pas quoi, 500 ou 600 bouquets différents, dont Alcora a repris évidemment un bon nombre. Ensuite viennent ce que l'on appelle, je dirais, des créations d'Oléris à partir de 36-37, juste avant son départ pour la France. Et donc il a laissé tout un répertoire floral à Alcora, notamment à Julián López, qui est venu pour appliquer, en fait, ces décors. Ces décors-là viennent, c'est mon avis personnel, de Jacques Beaucaire. Pourquoi? Parce que dans les dessins de Jacques Beaucaire, on retrouve à peu près le même ensemble. Il y a une couronne, et ensuite un ensemble de fleurs centrales, mais dont il n'y a pas de tiges. Les tiges sont à l'intérieur, elles sont cachées par d'autres fleurs. Normalement, la tige, elle va vers l'extérieur, et là, il n'y en a pas. Et ça, c'est le seul qui fait ça, c'est Beaucaire. C'est donc, à mon avis, Beaucaire qui a inspiré Oléris. Là, pareil.
un ensemble de fleurs magnifiques de type Walker que l'on retrouve sur des plats de 43 cm de diamètre à Alcora. Un autre exemple un peu plus amusant, c'est ce bassin avec deux ensembles de fleurs isolés, entourés d'oiseaux. On a sorti l'extrait, eh bien, c'est une gravure allemande de Reutemann selon Stapf, qui a été, comme vous voyez ici, à l'identique, repris. Ça, c'est très rare. En général, les reprises de fleurs par les artistes sont plutôt, je dirais, contrairement aux scènes décoratives, historiques, historiées ou mythologiques, etc., allégoriques, les fleurs laissent la liberté au peintre de faire ce qu'il veut. Et là, pour une fois, c'est du copier un par un sur un. C'est un des rares exemples. Là, par exemple, un magnifique, c'est quasiment un plateau, inspiré d'une gravure également, à mon avis, anonyme, mais probablement c'est allemand, publié par des Italiens. Je vais juste vous montrer à peu près quelle tête ça a. Voilà la gravure qui a donc été à l'origine de ce magnifique plateau. Là, vous avez les aiguillères, pareil, soit avec couronne près du bord, et à l'intérieur avec des mini-ensembles de fleurs, que ce soit ici sur l'aiguillère à casque, soit sur l'autre, au milieu. Je n'ai pas trouvé exactement les fleurs. C'est très difficile à retrouver. Je pense que c'est des créations propres de peintres. Ensuite vient la période, je dirais, de Julián López. Julián López a été un génie recruté par le comte d'Aranda. On ne sait pas comment. On n'a pas retrouvé la relation qu'avait le comte avec Julián López, mais il a déniché, il l'a engagé ad vitam aeternam à la manufacture, dès le départ. Julián López, donc un Espagnol, a été, je dirais, à 2 reprises, a créé des décors très importants, à la fois en 50 et puis ensuite vers 75. On va revenir là-dessus. C'est ce que j'appelle le Julián López 1 et Julián López 2. Le 1, ce sont ces plats, voire plateaux, avec des ensembles de fleurs quasiment repris, mais pas à l'identique, dans les différents coins, ou recoins, voire réduits. Là, on a 2 exemples, soit Hispanic Society, en couleur, voire en noir et blanc, dans le livre de Comte de Casal, de 1919, voire 45. Ben, ces ensembles de fleurs, que j'appelle moi genre isnique, sont très intéressantes parce qu'elles sont en fait la reprise d'une gravure avec plusieurs fleurs que le peintre ou l'artiste a lui-même conçu en un ensemble type bouquet rond et ensuite mis sur le plat. C'est étonnant. Là, la preuve. Donc, inspiration de Nicolas Robert, les 2 gravures à droite, et ensuite la composition illustrative, parce que j'ai manipulé les gravures sortant les différentes fleurs, puis qui correspondent quasi parfaitement à l'ensemble que l'artiste d'Alcora a créé. Et quand on regarde les deux, on ne peut rien dire d'autre, c'est inspiration isnique. C'est la seule chose la seule chose historiquement existante qui correspond à cette inspiration, à mon avis. Là, par exemple, on a un autre, juste pour terminer, pareil, genre isnique, une boîte à mouches qui se visse. Elle est dans ma collection et on voit que les ensembles de fleurs ressemblent. Donc ça, c'est le genre isnique qui est nouveau,
Personne n'en a encore parlé dans la littérature. C'est une provocation constructive. On va voir ce que vont nous dire les académiciens qui vont essayer de regarder ça de plus près. Ensuite viennent ce que moi je qualifie de fleurs imaginaires, c'est-à-dire c'est des fleurs isolées que Julián López a introduit au fur et à mesure, je dirais, de son mandat. Au musée de Détroit, déjà il fallait le trouver celui-là. À Détroit, il y a cet ensemble aiguillère, bassin, qui correspond quasiment à l'identique à une gravure de Pierre Chauffard éditée chez la veuve Chéreau, vers 1750, 58, 59. D'autres fleurs isolées, imaginaires. Donc le bassin, avec, à mon avis, une inspiration de gravures de Preissler, dont on savait qu'il y en a, ils les avaient quasiment tous à la manufacture. Là, fleur imaginaire, type couronne qui se suit, simple, à mon avis, inspiré de Jean-Michel Moreau vers 1760-65. Après, il y a les fleurs, je dirais, qui vont avec ce qu'on appelle le décor à pagode. Le magnifique ensemble ici c'est pas des encriers, c'est des épiciers. C'est un centre de table avec des épices, des conteneurs d'épices. Voir à droite le plateau qui se retrouve dans le musée d'art décoratif à Madrid. Ces décors floraux ont donc orné, je dirais, essentiellement des édifices de type pagode. On ne sait pas d'où vient l'inspiration. Probablement d'une gravure relatant quelque chose de chinois, je ne l'ai pas trouvé. Là, par contre, on a trouvé. Donc, le présentoir à gauche, qui est au musée de Barcelone, c'est la copie d'inspiration de gravure de Monnoyer. Et Jean-Baptiste Monnoyer a été le grand graveur de tout ce qui est ensemble floral en vase, en différents objets. Il en a fait, je dirais, à peu près une cinquantaine. Ensuite viennent ce qu'on appelle les fleurs champêtres. Ça, c'est une création espagnole. On voit que c'est déjà plus coloré, c'est simple. En fait, ce sont des marguerites avec des feuilles de basilic et des fleurs de basilic. Donc, c'est un décor assez puissant. Je pense que Julián López a dû trouver cette inspiration lors d'une promenade dans les jardins d'Alcora quelque part, aux alentours, et a dit voilà, on va créer quelque chose d'espagnol. Il n'y avait rien d'espagnol, jusqu'à à peu près 1750. Et donc, il s'est inspiré de gravures de Dahlia, de Benoît Enriquez, et dont les gravures se trouvent à Madrid. Ensuite, nouvelle inspiration, on change. C'est encore une forte influence allemande qui se manifeste avec Johann Christian Knüpfer à partir de 64-65. Knüpfer a été recruté par le comte d'Aranda en 62-63 en le payant richement 5000 pesos pour ses secrets de porcelaine. Mais en fait, c'était plutôt un peintre de fleurs en porcelaine qu'autre chose. Donc, Knüpfer est arrivé à l'usine, a dû former les apprentis peintres avec là, ce sont sur carton, en fait, c'est des poncifs agglomérés à peu près épais comme ça, sur des cartons dont il a peint le dernier avec les différents exemples. Donc des guirlandes, des fleurs isolées, des bouquets. On a de la chance d'avoir retrouvé ça dans des archives personnelles des héritiers de l'usine en 1944. Deux autres exemples.
Là, on voit déjà typiquement le souci. Alors, allemand, le Knipfer venait de Meissen, il a commencé à Meissen. Ensuite, il a été à Frankenthal et ensuite à Ludwigsburg. De Ludwigsburg, il a ramené ses inspirations florales, parce que Ludwigsburg était très en avance en termes de fleurs, à la fois des fleurs type ce qu'on appelle Mania-Blumen, c'est-à-dire des fleurs d'un bouquet, puis une fleur qui ressort, en particulier exagérément grande, faite à la main, à main levée. Voilà, c'est de ça que je parle. Quand on voit ici, là, c'est le petit bouquet, et puis hop, il y a un œillet qui sort, qui est disproportionné, mais c'est typiquement Mania-Blumen à l'allemande. Donc ça, ce sont des dessins de Knipfer, je dirais essentiellement inspirés de Kirchner, qui a été le grand spécialiste des bouquets de type Mania-Blumen en Allemagne. Il a également été inspiré par Oethner. Ici à gauche, donc c'était son professeur de peinture pour tout ce qui était floral à Ludwigsburg, et il a ramené ça avec lui, avec les gravures de Kirchner. Donc entre les gravures de Kirchner, les poncifs agglomérés avec les dessins de Knipfer, Alcora avait de quoi faire, je dirais, des très beaux plats. Et ils les ont fait. Donc on voit ici typiquement la Mania-Blume, donc un iris qui sort exagérément grand d'un bouquet d'anémones. Là, par exemple, sur des fontaines à eau, pareil, donc typiquement je dirais les décorations Mania-Blume. Je n'ai pas trouvé une traduction française, mais je pense que tout le monde comprend ce qu'on va dire. Pareil ici pour ce rechausse, en fait c'est pour le chauffage, une pièce que l'on transportait de coin à coin et donc qui était merveilleusement bien décorée. Elle se trouve à l'Institut Valencia Don Juan à Madrid, avec donc des bouquets de type Mania-Blumen à la Kirchner, voire Knipfer. À part les Mania-Blumen qui étaient donc des bouquets, il y avait ce qu'on appelle les Streublumen. Les Streublumen, en allemand, c'est des fleurs que l'on jette, par exemple, pour le mariage, sur le tapis rouge. C'est donc des fleurs isolées, des tiges, voire des fleurs, donc isolées, soit des roses, soit des œillets, enfin il y en a de toutes sortes. Et Engelbrecht en a fait beaucoup de gravures de ce type-là, selon Schmetthammer qui était à Nuremberg, voire des Français également comme Voisard, selon Pierre Ronson. Donc toutes ces gravures-là, on les a retrouvées. On a retrouvé des fleurs d'Alcora qui ont été reprises directement de ces gravures à titre d'inspiration. Alors ces fleurs isolées garnissent en général les bords des plats ou des assiettes, voire des grandes pièces. Ici, par exemple, sur les différents bords, on retrouve donc une fleur qui a été reprise par Knipfer dans ses dessins, voire dans les gravures de Piment, voire chez Ranson. Et toutes ces fleurs-là ont été dessinées à main levée par les artistes. Il n'y a pas eu un seul poncif de fleurs isolées que je connaisse. Donc, c'est très typique. À Meissen, toute la décoration florale est faite à main levée. A été faite. Donc, les artistes d'Alcora se sont inspirés. Knipfer le savait, il était lui-même. Il a été éduqué là-bas. Donc, ils ont appris à main levée comment faire ces fleurs-là. Et elles ont de toutes petites différences. Quand on regarde les trois fleurs du bord, elle n'est pas pareille. Elles ne se ressemblent pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de poncif. Dès qu'il y a un poncif, tout se ressemble.
Là, pareil. Donc, encore une scène sur un présentoir, orné donc de scènes de campagne, mais également de fleurs isolées. Là, par exemple, on a pris l'œillet. L'œillet vient de Preissler ou de Knipfer lui-même. Encore deux exemples de fleurs isolées sur le bord, typiquement Alcora. La datation est à peu près 70-75. Alors viennent ensuite, je dirais, ce que j'appelle la suite qui a été introduite par Julián López suite aux différentes inspirations de Knipfer. Et Julián López en a fait, je dirais, d'exagérer, ici avec à gauche, tout un ensemble de trophées, de scènes champêtres, etc., mais également de fleurs. On le voit en bas à gauche ici. Donc ça, c'est des fleurs qui se retrouvent soit isolées sur les plats, soit à l'intérieur, au centre. Je dirais, l'extravagance, l'exagéré de Julián López, qui a donc essayé de faire au mieux possible. Un autre exemple, ce sont les cartouches. Donc, beaucoup de cartouches florales ont été reprises, décors propres à Alcora, mais d'inspiration française. Des gravures de Bachelot, selon Parisé, il y en a eu d'autres. Pilemont, des cartouches, il y en a beaucoup. Chaque ensemble de gravures comprend en général une cartouche qui décrit qui a fait, à quel endroit, pour quelle raison, quelle année. Là, par exemple, ce sont des variations plutôt tardives, très rares, ce plat-là, mais quand même avec des petits bouquets à l'intérieur, dans un médaillon. Ce médaillon, à notre avis, vient de Berthaud Voisard, selon Rançon. Là, par exemple, un très grand plat, tardif, presque 1780, avec ici un escargot. Cet escargot vient je dirais, de dessins qui ont été faits par les apprentis, qui se trouvent dans la collection Juan Luna, maintenant le musée d'Alcora. Là, vous voyez, on voit c'est tardif, c'est déjà plus simple. On voit un petit bouquet isolé à l'intérieur, inspiration Pilemont, français. Et ici, je dirais, la deuxième vague de création propre espagnole. Donc ça, ce sont des fleurs de coin à gauche et à droite, qui ont été donc introduites par Julián López, comme les fleurs champêtres dans les années 50, à partir de 75-80, de type cacharero, qui a été d'ailleurs repris par Goya dans un magnifique tableau. C'est le vendeur de faïence sur le marché, et ce vendeur, toute la décoration, c'est les cachareros, c'est les fleurs et feuilles de coin qui ont orné, je dirais, des millions de pièces espagnoles à la fin du dernier tiers du XVIIIe. Et là, pour terminer, la soi-disant décadence, donc le beau bouquet de fleurs devient juste une petite tige, une fleur mal dessinée. C'est un peu la fin du XVIIIe siècle qui se termine comme ça pour Alcora. Ça, c'était la faïence. Voyons qu'est-ce qui se passe sur la porcelaine. La porcelaine, c'est essentiellement, je dirais, l'influence de Klostermans qui arrive. À partir de 87, il a été recruté. Il a dû d'abord introduire, je dirais, une porcelaine tendre plus solide que celle qui avait été développée avant, voire du grès par Martin. Cela, on a traité ça par ailleurs. Mais arrivent deux types de dessins. Un, les frises, et deux, les fleurs allemandes.
Donc voilà quelques exemples de frises qui ont été donc dessinés par les artistes et par les apprentis à l'école, d'inspiration italienne. D'autres frises et dessins dans des collections privées, également inspiration Klostermans. Elles sont soit florales, soit structurelles. C'est des structures néoclassiques. Voire déjà plus extravagants, avec des contours de plats ou d'assiettes de type floral. Klostermans a également amené avec lui des dessins qu'il a fait probablement à Sèvres, voire à Limoges, sur des tasses à café. On en connaît 3. Je vous montre les 2. Et ensuite la troisième est typique de ce qu'on appelle les fleurs allemandes. Et là, c'est typiquement les structures néoclassiques que l'on trouve dans beaucoup de... Toute l'Europe a été décorée comme ça. Je dirais avec des petits éléments de type néoclassique, de type frise. Ensuite, les fleurs allemandes. Fleurs allemandes, selon notre avis, d'inspiration française. Les fleurs allemandes d'inspiration française, en Espagne. Si ce n'est pas l'Europe, je me demande ce que c'est. Donc c'est très intéressant. Là, pareil, donc Klostermans, les dessins, donc je dirais, on verra après, c'est lui français, donc il dessine les fleurs allemandes en Espagne. Donc premier exemple de frise néoclassique avec des exemples concrets, donc cette tasse à café ici à gauche, qui est au Musée des Arts Décoratifs à Madrid, et dont on a retrouvé l'identique de la frise peinte par Klostermans dans les archives graphiques à Alcora. Deuxième exemple, pareil, les dessins de Klostermans et la transposition sur une glacière. Une autre frise dessinée par Klostermans, notamment celle au milieu, la fine, qui se retrouve sur très belle tasse avec couvercle et soucoupe. Tout ça, c'est fin de la dernière décennie du XVIIIe siècle. Pareil, la frise et le petit pot au musée du Prado. Ou alors, carrément, c'est un gros maffetello, c'est pour l'extérieur, ça faisait à peu près 50 cm de diamètre, c'est pour tenir les fleurs en dehors, avec les différentes frises. Vous avez au milieu celle du milieu, et puis en dessous celle du haut. Celle du haut qui se retrouve ici. Et ensuite viennent les fleurs allemandes. Il y a eu inondation des marchés avec les je dirais, les pièces en porcelaine tendre, voire demi-porcelaine espagnole, avec les fleurs allemandes, qu'elles soient dorées, soit polychromie. Cette inspiration de fleurs allemandes vient des dessins de Klostermans. C'est-à-dire Klostermans, quand on reprend ici au milieu la tasse à café avec les fleurs, ça correspond quasiment identiquement à ce que les artistes après ont repris comme inspiration. Donc on retrouve sur Klostermans en français des fleurs allemandes reprises par les artistes espagnols. Là, pareil, sur cette belle pièce qu'on a retrouvée à Detroit aux États-Unis, inspiration, à mon avis, de type poney. Donc, des fleurs françaises qui ont été interprétées comme fleurs allemandes sur des pièces espagnoles. Deux autres exemples au musée de Sèvres. Ou alors ici, un grand plat 41, donc c'est assez grand, avec, pareil, pour moi, inspiration de bonnet. Ou alors Prévost. Pareil sur un grand plat,
qui se trouve dans une collection privée. Dernier exemple, ce sont les guirlandes. Les guirlandes viennent également à travers les tasses de Klostermans, et également les guirlandes, il y en a eu beaucoup. Il faut savoir que Olleris n'a jamais fait de décor à guirlande. Donc tout ce qui est décor à guirlande, c'est du Moustier. Il a fait, une fois arrivé à Moustier, c'était à partir de 38, 39, 40, quand il a créé son atelier à Moustier. Là, il a lancé le décor à guirlande. Bien entendu, beaucoup plus tôt que les guirlandes avec fleurs allemandes. Et les guirlandes fleurs allemandes viennent également, je dirais, d'inspiration française et se retrouvent donc dans des pelles. Ça, c'est un encrier sur des pièces dans le MAN, enfin Musée archéologique à Madrid, à titre d'exemple. Mais il y en a plein d'autres. S'il faut retenir quelque chose de cette présentation, c'est 4 noms et 15 décors, 15 types de décors. Les 4 noms, c'est Olleris, Lopez, Knipfer et Klostermans, qui ont donc façonné le décor floral à Alcora. Et ensuite, dans le genre de décor, c'est des types de décors, le genre Bérin, qu'on a vu, les branches chinoises, les bouquets allemands de Engelbrecht, les ensembles des couronnes, d'inspiration française Vauquer. Ensuite, le genre Riesnick, vous vous souvenez de la boîte à mouches, les fleurs imaginaires, le genre Monnoyer français, les fleurs champêtres, première tentative de Lopez à créer quelque chose de floral en Espagne, avec des fleurs espagnoles locales. Ensuite, Knipfer qui amène les Manierblumen et les Streublumen allemands dans le décor d'Alcora. Pour terminer avec Julian Lopez dans son deuxième élan, avec l'Andromica fina et les différentes variations tardives, pour atterrir dans les Ramieto, et Klostermans avec ses frises néoclassiques et les fleurs allemandes, d'interprétation française. Donc, pour résumer, Alcora a donc réalisé à peu près une quinzaine de catégories de décors floraux au XVIIIe. Olleris, symbolisant l'influence française sur les décors floraux appliqués, entre 37 et 49. Julian Lopez qui introduit des décors floraux sous influence locale, c'est les fleurs champêtres et autres. Entre 65 et 85, forte influence allemande avec Knipfer. À partir de 70-75, Julian Lopez, dans son deuxième élan, qui fait plutôt des décors populaires. Et vient ensuite Pierre Klostermans, qui introduit sous influence française les décors floraux allemands et les frises dans la manufacture d'Alcora. Merci beaucoup.